Salut les graisseux. Alors, heureux de vous retrouver une nouvelle fois en race campagne avec, comme tu l'as vu au niveau du titre de la vidéo, la compagnie du Range Rover Sport TDV6 de 2007 que j'ai vendu ce matin. Donc voilà, il a enfin trouvé l'acheteur qui voulait absolument ce type de motorisation, ce type de modèle, qui rêvait d'un Range Rover Sport. Et qui d'ailleurs a vu les travaux qui avaient été faits sur ce véhicule. On en parlera un petit peu parce que moi le but étant de vous faire aujourd'hui une vidéo de conclusion par rapport à toute la petite playlist qu'on a pu avoir et puis le quotidien de vie avec ce véhicule que j'ai moi depuis 2 ans. Donc je l'ai acheté il y a 2 ans. Et j'ai fait 33 000 km à peu près, vraiment à travers toute la France, toutes les utilisations possibles. On a eu de l'usage domestique, de l'autoroute, de la nationale. J'ai bossé un petit peu aussi avec. Et voilà, je vais vous faire un retour que j'espère le plus complet possible pour venir clôturer vraiment cette série de vidéos consacrées à la vie au quotidien et l'entretien avec le Range Rover Sport dans cette motorisation. Puisque si tu te refais un petit peu au niveau de la playlist et puis ceux qui suivent la chaîne depuis un moment, vous savez que j'ai eu des déboires de casse moteur, casse vilebrequin net sur ce véhicule quand il avait à peu près 300 et des 1000 km. Donc il y a un an, et j'avais fait une playlist complète où justement je m'attelais à la remise en état complète de ce moteur. Donc ça, c'est une playlist qui évidemment restera en ligne pour aider les propriétaires et puis rassurer certaines personnes et montrer un petit peu que le boulot se fait, puisque c'était un remplacement moteur où moi j'avais pas décaissé le véhicule pour le faire. Voilà, donc vous pouvez tout vous refaire. Il y a vraiment 3 heures, 3 heures et demie, peut-être même 4 heures de vidéo, mais c'est vraiment pas complet avec le diagnostic, la sortie, l'extraction du moteur, moteur boîte. Le véhicule est en vrac complet, tu as tout qui est ouvert, on diagnostique, j'ouvre, je trouve les pièces, je remonte, je te montre tous les coupes de serrage, la remise en place, enfin je te montre vraiment tout. Et en sachant qu'à l'époque on était à 303 000 ou un truc comme ça au moment de la casse moteur. Et quand là aujourd'hui on est à 300, on est 20 000 km plus tard à peu près je crois. On va regarder, tu vois, on est à 300, ouais voilà, 319 000 aidés. Donc voilà, le véhicule, entre temps il y a eu également un petit peu de nettoyage, de la cosmétique, tu vois. Donc c'est un véhicule qui vieillit vraiment très très bien. D'ailleurs la personne qui est venue le voir, au niveau kilométrage, voilà, il n'y avait rien à dire en fait, parce que tout est toujours en super état. Tu vois, au niveau de sa carrosserie et voilà, au niveau de l'intérieur également, il présente toujours très très bien. Je vais te faire une revue complète, voilà, de la vie au quotidien avec ce véhicule. Je vais te parler vraiment des points négatifs qu'on a pu avoir. On va regarder un petit peu au niveau du moteur, et puis je te parlerai également, comme tu vois il est floqué au nom de la marque, donc voilà. Moi, vu que je fais pas les sponsors classiques, je sponsorise mon propre produit, mecaconnect.com. En fait, c'était le véhicule que j'utilisais quand j'allais en clientèle, puisque tu sais que j'ai développé un logiciel qui permet de faire le suivi des véhicules, de prouver le suivi avec de l'horodatage, de l'upload de factures, de l'upload de photos aussi quand on fait les entretiens. Et justement, ça, c'est je prêche pour ma paroisse, parce qu'en réalité, ici, quand j'ai montré justement au niveau du suivi et que j'ai été capable de prouver vraiment le suivi qui avait été fait sur ce véhicule avec le remplacement de la pompe à huile, la distribution avec capture d'écran, facture, photo de l'opération, facture des pièces, photo de l'opération, facture des pièces, plus horodatage et capture du compteur, et bien en fait l'acheteur a été vraiment rassuré. Entre temps, en réalité, bon, j'en avais pas parlé lors du contact téléphonique, mais il avait compris, enfin il avait identifié, il avait vu les vidéos, donc en fait il était vraiment super intéressé parce qu'il avait vu que le moteur avait été refait. Il avait vraiment pu suivre ça au pas à pas, quoi, on va dire, par rapport aux vidéos qui avaient été faites. Et quand j'ai eu l'occasion de lui montrer justement ce suivi avec tu vois, le Mecha Connect qui est là. Alors attends, maintenant, parce qu'en plus sur les nouveaux Smart, directement à partir de l'appareil photo, maintenant tu peux l'avoir. Voilà, donc tu vois, affiché, hop. Et là, ça va te balancer directement le suivi sur ce véhicule-là. Je vais te mettre un petit peu à l'abri. Donc là, voilà, on retrouve tout ce qui a été fait sur la voiture. Avec la date, le kilométrage, il y a une photo du compteur, il y a les pièces jointes à chaque fois. Bon, je te mets tous les liens dans la description, sachant que voilà, moi c'était donc le véhicule que j'utilisais pour faire la promo de notre logiciel, et surtout
on va dire de la version que moi je propose aux entreprises quand on fait les gestions de flotte. Parce que c'est un produit qu'on propose pour le suivi des véhicules particuliers, véhicules de collection ou véhicules de prestige, mais on le fait également pour les flottes automobiles, les PME, TPE. Voilà, donc au niveau moteur, alors attends, je vais te mettre, parce que moi j'ai toujours pas remis ici au niveau du petit truc là, comment ça s'appelle, des petits vérins. Moi je préfère utiliser ce système là, comme ça on a une bonne vue dégagé sur le moteur. Donc tu vois, bon, il n'a pas bougé depuis sa remise en état, depuis qu'il a été replacé dans le compartiment moteur. C'est des moteurs qui, contrairement au premier Land Rover et tout ça, c'est là où on n'a pas vraiment cet ADN de la marque, c'est que ça fuit plus. Tu vois, là il est dedans depuis 20 et des 1000 km. Voilà, il pisse pas l'huile de partout, c'est un moteur qui reste vraiment très très propre. Et en réalité, moi je vire ici au niveau du cache supérieur. Là normalement tu as un petit habillage qui vient. Qui est insonorisant, mais honnêtement, hein, sur autoroute allemande, tu es à 160, 170, même 180, en fait, t'entends rien dedans, tu es au téléphone et tout ça, on n'a pas besoin, t'as pas besoin du cache, voilà, comme dit l'autre. Mais voilà, moi c'est surtout pour garder une bonne visibilité sur l'ensemble des conduites que tu vas avoir, parce que tu vois, tu peux avoir quand même pas mal de misère, notamment par rapport ici, les retours de fluide d'injecteur par exemple. Ça c'est une pièce que j'avais remplacée à l'époque. Voilà, c'est une pièce qui peut casser, et puis c'est une pièce qui est sujette à casse ici à ras des injecteurs, et tu as des collecteurs d'échappement qui sont juste en dessous. Donc tu comprends que voilà, gasoil plus chaleur plus échappement, tout ça, ça peut vite tourner mal. Donc moi j'aime bien avoir la visibilité complète. J'aime bien aussi voir, hein, voilà, s'il n'y a rien qui se démanchonne, si tout se passe bien à ce niveau-là et tout. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Tu vois, c'est un moteur qui est quand même monté vachement profond en fait dans le compartiment, hein, parce que ton avant de moteur il démarre ici, hein. Voilà, donc tu es au milieu de ta roue, hein, à peu près. Et au niveau de l'accessibilité, donc si tu connais pas les Landes et si tu as l'habitude de bosser sur des allemandes, des trucs comme ça, des trucs qui restent, on va dire, bien pensés au niveau ingénierie, conception. Par exemple, j'ai bossé sur l'Audi, là vous avez la playlist aussi avec la remise en état de l'Audi. L'Audi, puis ça se travaille super bien au niveau mécanique et tout ça. Tu es en dessous, tout se dépose, voilà, tu as un bon accès. Là, c'est l'enfer. C'est l'enfer sur Terre, le truc. Tu as un merdier dans tous les sens. Tu as le turbo qui est logé là-bas en dessous, derrière. Donc, il faut vraiment que tout soit en super état. Et donc, quand le moteur a été sorti, c'était l'occasion de faire une belle révision. À la remise en état, zéro voyant et tout ça. Et j'ai fait mes 20 000 et des kilomètres depuis. Aucun problème. J'ai jamais eu le moindre souci avec ça. La seule chose que je n'ai pas eu le temps de faire, c'est rajouter ma note de pression d'huile à cet endroit-là. Donc ça serait une modif qui serait intéressante. Et dans la config, moi, j'ai toujours rien changé. Donc on avait les EGR qui étaient off, hein, évidemment, le kata qui était off, et le véhicule avait une reprog, donc qui sort. Donc c'est José, hein, qui m'a fait ça de TD5 Inside quand il a fait toutes ses sessions, et ça a été un véhicule qui était passé en session, donc chez lui il avait sorti dans les 240 et des chevaux à peu près. Donc moi je cherchais pas vraiment à exploiter de la puissance et tout ça pour ce moteur là. Ce que je voulais, c'était vraiment qu'il soit voilà, que ça soit bien étagé, qu'on tire pas sur les rapports pour vous faire souffler le turbo à mort et puis tirer sur la transmission pour avancer. Là, au niveau comportement, on a un comportement routier et un roulage qui est vraiment très très agréable pour une conso qui est de 8 litres et demi en moyenne. Donc voilà, sur autoroute, et ça j'ai aligné une fois 1000 bornes d'autoroute, en conso j'étais à 8 litres 2, tu vois. Donc c'est vraiment super acceptable pour ce genre de véhicule. Si je devais en reprendre un, honnêtement, je reprendrais la même caisse. Donc de ces années-là, parce que je les trouve très jolis en réalité, avant qu'ils soient restylés au niveau de la phase 2. Tu sais, qui ont été un petit peu revus au niveau des phares, au niveau du bouclier, au niveau de la planche de bord, que je trouve beaucoup moins jolie également. Là, celle-ci, elle est très typée. La planche de bord des modèles d'après, tu vas avoir une molette au niveau de t'as plus de levier comme ça. Et puis c'est un peu plus aseptisé, je trouve. Et tu as un compteur qui est peut-être un peu plus sympa, parce que tu as de l'affichage un petit peu plus digital, on va dire. En revanche, motorisation, tu vas avoir le TDV6 mais en 3 litres, donc biturbo, qui honnêtement
sans dénigrer, n'est pas beaucoup plus fiable en réalité que celui-ci. Il a d'autres défauts, notamment filtre à huile plus petit au niveau contenance. 2 turbos, donc t'imagines un peu au niveau du logement, voilà, il y a encore un petit peu moins de place en théorie. Et les bas moteurs, de toute façon, sont pas mieux lotis. Tu as plus de puissance. Tu es certainement à un agrément de conduite qui est peut-être supérieur à celui-ci, mais bon, c'est pas le genre de véhicule vers lequel je m'orienterai. Je préfère à la limite, on va dire, bien optimiser comment dire, et modifier un 2,7 litres comme celui-ci, que de partir sur le 3 litres, qui n'a même plus de jauge. Tu n'as même plus de jauge pour vérifier ton niveau d'huile. Enfin, c'est un peu aberrant, frérot. Et à l'arrière, ils sont beaucoup moins jolis aussi. Je trouve que ceux-là, ouais, ils ont toujours une gueule assez sympa. Phase 2, tu as des feux un petit peu style californien, tout ça. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi, perso, je préfère ceux-là. Donc si je devais reprendre, bah, je reprendrais le même. Si je peux trouver dans la même config, donc noir, intérieur cuir noir comme ça. Mais en TDV8. TDV8 qui est en réalité pas beaucoup plus fiable non plus parce qu'on a des problèmes de turbo, donc 2 turbos et c'est quasiment du consommable. Et pour y accéder, là par contre, bon, je pense qu'il faut décaisser pour dire d'avoir au niveau de l'accès, faire un boulot propre, faire une belle révision, donc c'est pareil. Véhicule en TDV8 qui est quand même plus puissant, donc agrément de conduite supérieur, ça c'est certain. J'en ai essayé en d'origine et reprog, ouais, c'est bien, ça marche. Ça consomme plus. Tu as le problème des barres ACE également, hein, donc compensation dans les virages. Donc il est plus compliqué, il consomme plus. Le bas moteur, par contre, on n'a plus de problème de bas moteur. Alors que c'est un bloc qui a été retravaillé à partir de celui-ci, mais retravaillé par Land Rover à l'époque, et donc qui était disponible, si je dis pas de bêtises, à partir de 2006-2007, dans ses livrets de caisse, donc le L320, coque comme ça, posée sur un châssis roulant. Que tu n'as plus, on va dire, dans les versions d'après, ou quand tu passes sur les ranges sport qui ont été un peu restylisés par la suite, tout ce qui va être SDV6, et puis génération d'après, dans les 2012, 2014, tout ça, où là, bah, tu n'as plus de châssis en réalité, donc c'est des coques autoporteuses comme sur des L322, donc l'autre modèle, le modèle un peu plus gros, familial. Donc moi, je resterai sur ce modèle-là pour justement avoir l'agrément de conduite du V8, dire d'aller y mettre les pattes un petit peu aussi, voir comment ça se passe avec ça, et surtout de pouvoir remorquer avec, chose que je ne fais pas avec ce modèle en TDV6, parce que c'est pas malin selon moi au niveau du moteur, alors t'en as qui vont rouler, qui vont tracter, ils vont lui en mettre plein la tête et tout ça, le moteur lâchera jamais. Moi j'avais pas envie de le faire parce que malgré tout, voilà, on emmène quand même quelquefois des charges qui sont assez lourdes, avec un plateau où tu peux mettre des véhicules qui font 2 tonnes et demie dessus, plus le plateau. Bon, ça fait quand même des charges qui sont assez conséquentes. L'idée étant certainement d'utiliser justement ce TDV8, mais là vraiment pour bosser au quotidien et avoir un petit peu plus de polyvalence que j'avais pas avec ce véhicule-là, qui par contre est rentable, on va dire. Il est malgré tout assez économique au niveau de la conso. C'est très acceptable pour l'agrément de conduite qui est offert. Et puis c'est sécurisant. Le freinage, honnêtement, ça va. Il faut garder à l'esprit dans les virages et quand tu arrives assez fort dans certaines zones que bah voilà, il y a le poids du véhicule que tu as tendance à oublier assez vite, parce qu'en réalité, quand tu conduis ça, tu as un comportement qui est vraiment qui est extra en fait. Et tu reprends n'importe quoi d'autre après, tu as l'impression de conduire un engin de chantier. Là, la direction, voilà, elle est super souple, tu es bien monté, tu as des pneus en 275, tu as une bonne tenue de route, mais tu as tendance quand même à oublier cette histoire de poids, et bah, ça te le rappelle quand même assez fort si tu arrives trop fort dans les virages. Donc voilà, au bout de 100-200 bandes, tu as pris le coup, il n'y a pas de problème, mais il faut le garder à l'esprit. Pour ça, le TDV8 a quand même été revu au niveau freinage, donc on peut avoir du freinage Brembo, on a des gros disques. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et au niveau, comme je te disais, suspension, compensation au niveau voilà, du roulis que tu peux prendre dans les virages, ça a été travaillé également sur cette version-là. Donc tu peux, on va dire, avionner un petit peu plus et avoir une conduite plus soutenue sans mettre en défaut au niveau du châssis. Voilà, donc là j'ai fait le tour à ce niveau-là. Je vais reclaquer le capot, on va regarder au niveau de l'intérieur. Je vais te parler de la boîte également. Et puis bah, on conclura avec ça, hein, parce que bah, il est temps de lui dire au revoir.
Voilà. Bon, je remettrai quand même les vérins pour l'acheteur suivant. Voilà. Ah, il est tout beau, hein. Et j'ai le pare-brise, tu vois. Je me suis pris évidemment un éclat. Donc il passe en réparation là, début de semaine prochaine. Pare-brise neuf. Contrôle technique qui sera passé également. Donc tu vois, au niveau de l'intérieur, quand même, ça vieillit quand même super bien. À partir du moment où tu en achètes un qui au départ est en bon état et que tu as relativement soigneux, c'est pas une caisse qui va souffrir, sauf si tu lui fais évidemment un mauvais traitement. Tu montes dedans, tu fais pas gaffe, tu trappes à chaque fois au niveau de l'assise, ce genre de choses, comme là par exemple. Tu vois, malgré tout, bon, après ça a 320 000 km, mais ça reste assez qualitatif. On est un petit peu finalement comme sur des Allemandes, pour avoir connu en fait les ranges classiques qui au niveau intérieur, bon, ça souffrait à mort. Les classiques étaient très polyvalents, c'était plus agricole. Le P38, c'était une évolution où tu pouvais déjà faire de la route et tout ça. Enfin, voilà, c'était pas mal du tout. La qualité était en hausse au niveau de l'intérieur. Voilà, les classiques c'était très bien aussi, hein. Tu prenais un classique V8 Vogue bien équipé, si tu en avais soin vraiment au quotidien et tout ça, il n'y a pas de misère, ça se passait bien. Mais tu n'avais pas l'agrément de conduite routier ou autoroute et tout ça que tu peux avoir sur sa version ici. Attends, je vais te couper quand même la clim. Et donc comment dire, au quotidien, ici, j'ai trouvé que sur le côté qualitatif, au niveau des cuirs, au niveau des intérieurs, la tenue de la caisse, tout ça, c'était vraiment rehaussé. C'est-à-dire que tu n'as plus de problème de corrosion vraiment galopante comme on pouvait avoir sur des caisses de classique. Ou des caisses de disco 1, disco 2. Bon, la caisse ça va, mais les châssis, les soubassements, ça ramassait à mort, quoi. Et ici, sur ces véhicules-ci, c'était relativement tranquille, à moins d'avoir un truc qui a mis des bateaux à l'eau pendant 10 ans et puis qui était stationné à 100 mètres de la côte, au bord de la mer, ou qui a mangé du sel en Allemagne tous les hivers, ou qui a fait les stations de ski. Bon, voilà, il faut regarder ça. Mais lors de l'achat, si tu as un véhicule qui a fait majoritairement de la ville, de l'autoroute, à la limite de la campagne, mais qui a été entretenu au niveau des soubassements, bah, c'est pas des véhicules qui se corrodent, où tu arrives à avoir des châssis qui se coupent en deux, ou des caisses qui sont complètement pulvérisées, où tu dois couper la moitié de la tôle pour ressouder tout ça. Ça n'arrive pas, quasiment pas. Tu peux avoir des petits départs de corrosion au niveau de l'arrière, plus sur les L322. Sur les sports, peut-être vérifier au niveau des bas de caisse et tout ça, si le truc il a vraiment mangé de la boue à mort en campagne, et puis que le mec a bossé vraiment avec. Mais voilà, ça vieillit quand même beaucoup plus comme les véhicules, on va dire presque des qualités allemandes. Tu remontes dans une BM des années 2000, un petit peu avant 2000, la qualité, elle était là, c'est vrai. Ou les Mercedes des années 90, tu avais une vraie qualité. Et ici, chez Land Rover, bah, ils sont seulement arrivés à ce niveau où tu vois qu'au niveau de l'intérieur, ça vieillit correctement. La carrosserie, ça vieillit bien. Mécaniquement, par contre, on va dire, on a les désagréments des moteurs modernes, en fait. De toute la technique que tu peux avoir, et puis du fait que tu peux plus te débrouiller comme on se débrouillait avec des véhicules sur lesquels tu pouvais voilà, quelquefois mettre un rilsan quelque part pour te dépanner. T'avais pas d'écu, t'avais pas de programme de secours en tout genre, donc voilà, t'étais relativement tranquille. Mais bon, il faut vivre avec son temps. Et puis en réalité, aujourd'hui, sur le marché, ce qui se passe, c'est que un range sport comme celui-ci, y a moyen de rouler en range sport pour peut-être moins cher qu'un classique ou qu'un Disco TD5. Les Disco TD5, ils ont pris une cote de folie, à juste titre, hein, c'est vrai, c'est des très très bons véhicules. C'est un véhicule très polyvalent avec un très bon moteur. Tu peux vraiment bosser avec, tu fais tout, avec un niveau de confort qui est très bien pour un châssis, avec véhicule à pont rigide. Donc évidemment c'est un très bon choix. Et puis le Defender, c'est pareil, c'est plus agricole, plus archaïque, mais ça a pris une cote de dingue, et en réalité c'est inaccessible au niveau tarif. Moi aujourd'hui j'achète pas un def au tarif où c'est vendu, non. C'est entre guillemets, même si j'aime bien les Landes et les def, c'est trop cher pour ce que c'est. Et en réalité, pour en avoir
et le conduire, c'est plus beau à voir et à regarder de l'extérieur qu'à conduire. Quand tu le conduis, j'ai pas le même plaisir que de les voir passer. Donc je préfère à la limite regarder depuis mon classique, passer un Defender, quoi. Donc ici, voilà, au niveau de l'intérieur, ça c'est vrai que ça a un petit peu vieilli. L'idée c'était que si je repars sur un TDV8, on passera sur un système avec un CarPlay, donc tu mets un écran, une belle dalle, il y a des inserts et tout ça qui existent. Bon, c'est un billet à mettre, mais ça met un coup de jeune au véhicule. Ici, malgré tout, bah, tu as quand même le Bluetooth, tout ça, ça fonctionne, hein, donc tu peux bosser avec ça, tu peux prendre tes appels, et puis tu as ta prise jack qui te permet aussi d'avoir le téléphone qui est connecté partout, tu sors tout en Harman Kardon, enfin voilà, on peut pas faire beaucoup mieux. Ça a un petit peu vieilli au niveau de la façade, mais ça reste quand même vachement bien. J'avais rajouté, pour vérifier ici au niveau, tu vois, du voltage, hein, pour les problèmes éventuellement que tu peux avoir d'alternateur. Tout ça, ça vieillit très bien si tu bourrines pas dedans, hein. C'est des plastiques qui vieillissent bien. Et la boîte, alors je suis pas boîte automatique, hein, j'ai toujours préféré, je préférerais toujours une transmission mécanique sur des véhicules, parce que j'aime pouvoir sélectionner, choisir, avoir la main dessus et sentir vraiment ma motricité et mon passage de puissance ou mes remontées d'informations au volant et dans les pédales et le comportement de châssis. Mais celle-ci, c'est une super boîte. Franchement, elle est la 6HP26 comme ça, c'est une très bonne boîte. J'ai jamais eu de boîte automatique. J'ai jamais eu l'occasion d'avoir de meilleures boîtes automatiques. Voilà, ça existe certainement maintenant. Il y a des versions qui doivent être, à mon avis, encore meilleures. Moi, pour moi, c'est la première que j'ai, que j'apprécie vraiment. Tu peux avoir quelquefois, quand tu arrives en rond-point et que tu viens vraiment faire mourir vraiment la vitesse du véhicule, tu peux avoir une seconde où tu sens que tu es relié à rien et tu as un passage à vide. Et un temps de réaction pédale qui fait que bah, hop, t'as pas la puissance et t'as pas la reprise de motricité et l'avance que tu souhaites. Et ça, bon, apparemment, ils le font tous ceux que j'ai conduits, c'était comme ça, donc certains vont même pas le sentir. C'est le seul désagrément qu'on peut avoir dessus, mais c'est une excellente boîte. D'ailleurs, beaucoup de swaps maintenant qui se font, où les mecs récupèrent des 6HP26 comme ça pour remettre sur du 322 en TD6, ou remotoriser, bah voilà, les TD6 sont motorisés normalement avec des GM, des boîtes GM. Là, on met du ZF qui est quand même vachement mieux. Et elle est bien mieux que la 5HP24 qu'on a sur la motorisation V8 des 322, donc le V8 4 litres 4. La boîte 5, la 5HP24, c'est une boîte qui souffre de fragilité. Bon, on va en parler, je sortirai une autre vidéo parce que j'ai eu l'occasion de bosser sur une boîte. Et donc cette boîte-ci qui a dû être montée à mon avis sur le L322 en TDV8, donc le 4 litres 4. Enfin le premier TDV8, ça devait être un 3 litres 7 je pense. Donc avec cette boîte là, excellente boîte. Donc voilà, j'ai vraiment rien à redire dessus. Et puis voilà, donc au roulage, tout se passe bien. Tac, tu vois, donc là ton amorçage au niveau de l'huile, donc moi je suis toujours sur une huile à 5,40, je suis resté là-dessus. Je vais peut-être monter quand même le mano pour vérifier au niveau de la pression. J'ai jamais eu le temps de le faire, j'ai la pièce, il suffit que je le fasse. Et voilà, donc tu vois, ça se passe toujours très bien. Voilà, on supprime le frein à main. Je vais aller remettre un petit peu de Benz, hein, et puis on va se rouler, on va se rentrer tranquillement à l'atelier. J'ai du boulot à faire, notamment sur l'Iveco. Là, j'ai un truc à voir au niveau du turbo, donc j'essaie peut-être de vous faire une vidéo là-dessus. Et puis bah, je vais reprendre la route avec autre chose. Donc j'ai toujours mon vieux classique, le vieux classique V8, là, le tout premier qui est un peu connu au niveau des vidéos, le blanc. Il serait temps que je le remette, enfin que je le réutilise vraiment un peu plus au quotidien. J'ai la vieille Benz, j'ai la coupée 124 là, en 600 lignes, 24 soupapes, c'est une voiture magnifique et en fait j'ai envie de la rerouler. C'est aussi pour ça que je me suis séparé de ce véhicule-ci. C'est pas que je voulais plus le voir, hein. Puis en plus il part pas très loin, donc moi j'ai proposé à l'acheteur de toute façon de garder contact, et puis voilà, il peut m'appeler quand il souhaite, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, hein, c'était pas garanti à vie, hein. J'ai fait le maximum, mais au niveau moteur, je lui ai même montré l'ancienne pièce, il a vu les vidéos. Bon voilà, c'est un achat en connaissance de cause.
en connaissance de risque. Et moi donc au quotidien, si vous êtes encore à vous demander si l'achat de ce genre de véhicule est raisonnable, j'ai envie de vous dire oui, faites-le quand même, parce que c'est une super caisse. Au niveau de l'agrément de conduite, le prix auquel on arrive à avoir ça pour ce que c'est, ça vaut le coup. Après, voilà, le vilebrequin, le problème étant que c'est un problème qui est connu, c'est des pièces qu'on peut trouver, ça se fait, en fait le changement se fait, on le casse pas non plus tous les jours. Quand ça arrive, bon c'est pas de bol, surtout si vous n'êtes pas mécano, vous touchez pas un peu, ou que vous n'avez pas un copain qui peut vous aider, ou quelqu'un qui a accès à un pont et tout ça, bon, reconsidérez peut-être la chose. Si vous habitez en ville, vous avez une place de parking unique, voilà, vous n'avez pas commencé à désosser un moteur sur le parking et vous prendre toutes les plaintes du voisinage et tout ça, donc il faut soyez un peu intelligent, et on peut pas décider pour vous. Craquez pas le budget si vous n'êtes pas mécano, et si vous savez pas mettre les mains dedans, parce que le jour où vous allez avoir un problème, vous allez avoir le temps de pleurer, et puis il n'y a personne qui vous rachètera votre truc en mauvais état, moteur cassé. Il y en a plein. Il faut qu'ils soient propres pour qu'ils se vendent, et puis après ils se vendent, ils sont bradés, parce que ça représente un boulot qui est énorme. À la limite, ayez peut-être des moteurs d'avance ou des vélos ou des trucs comme ça, sachant que voilà, qu'est-ce qui peut arriver d'autre sur le moteur en lui-même. Si vous chauffez pas, si la distrib elle est faite, voilà, ça reste des mécaniques. Toutes les mécaniques ont du problème en fait. Pour avoir bossé sur de l'Audi, de la Mercedes, de la BM, il n'y a rien d'incassable non plus. C'est plus galère au niveau accès, ça c'est sûr. Le problème étant que quelquefois le réseau Land Rover, il a très mauvaise presse, très mauvaise réputation. Bon, ça a toujours été ça. Voilà, j'espère qu'il y a certainement des concessions qui font très bien le boulot et tout ça, donc bon, si vous en connaissez une, tant mieux pour vous. Mais malheureusement, quelquefois, ils connaissent pas le véhicule, ou alors ils veulent tout simplement pas y foutre les pattes parce que c'est trop vieux, ou qu'ils veulent pas prendre le risque de se farcir ce genre de chantier, parce que derrière, ils sont obligés d'engager une garantie. Et voilà, les véhicules, moi par exemple, on a racheté un véhicule là, il n'y a pas très longtemps voilà, j'ai voulu éventuellement, pourquoi pas, négocier, faire une reprise de ce véhicule-là par rapport au véhicule qu'on achetait, et le vendeur pro m'a dit non, dit Durange, dit même s'il est nickel et tout ça, et que je vois ce qui a été fait, et qu'effectivement il est très beau, je peux pas te le reprendre parce que je vais galérer à le revendre derrière, en raison de la réputation du véhicule, mauvaise réputation du véhicule, et puis voilà, le manque de fiabilité entre guillemets, qui est soit réel, soit un petit peu fantasmé aussi, parce que malgré tout, je vous dis, j'ai fait 33 000 km, il m'est rien arrivé, j'ai rien cassé d'autre, tout le suivi et tout ça est fait. Bon, il a été bien suivi, bien entretenu, et j'ai tout revu, donc il n'y a pas de raison qu'il se passe quoi que ce soit. Et j'ai des véhicules qui quelquefois sont réputés très fiables, où j'ai eu toutes les emmerdes du monde, ça c'est déjà arrivé. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra d'avoir un retour plus, on va dire, complet, clôturer également cette série de vidéos qu'on a pu faire sur ce véhicule. Comme je vous dis, si vous en avez envie, foncez, essayez de faire une bonne affaire au moment de l'achat. En fait, là j'ai roulé, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je le rends et je le revends en meilleur état que je ne l'ai eu, vraiment, parce que moi quand je l'ai eu, il y avait des problèmes de suspension, les pneus qui étaient morts, les jantes elles étaient pulvérisées. D'ailleurs les jantes, oui, si tu revois au niveau de la vidéo, les toutes premières jantes, j'ai la clé sur le contact. Alors, regarde un petit peu là, les jantes elles avaient été refaites, voilà, bon, ça n'a pas bougé du tout, tu vois. Donc et elles sont toutes comme ça, avec pas un seul coup de bordure. C'est chaussé en Bridgestone. La suspension, tout va bien. L'intérieur, tout a été nettoyé aux petits oignons et tout ça comme il faut. La mécanique, tout a été revu. Moteur, boîte. J'avais upgradé au niveau de la boîte avec un carter en acier, et possibilité de changer uniquement la petite crépine qui est vendue beaucoup moins cher que le carter complet en plastique. Donc tu peux te refaire les vidéos, tout est expliqué dedans.
Le seul truc qui reste dessus comme défaut, c'est la plaque de protection de réservoir, la plaque d'entourage qui maintient le réservoir qui se corrode. Et en fait, ils ont tous le problème. Donc la plaque a été modifiée, voilà, on a refait, enfin, je l'ai acheté comme ça, hein, je l'ai acheté avec des sangles en acier qui ont été formées et qui tiennent le réservoir. C'est pas plus mal parce qu'en réalité, l'eau stagne pas entre le réservoir plastique et l'extérieur. Il n'y a plus de tôle, donc il n'y a plus de stockage d'humidité et ça se perfore plus. Donc voilà, c'est le seul truc qui reste. Après, tout le reste, voilà, le suivi a été fait. Donc si vous voulez passer sur le range TDV6, c'est une super caisse. Achetez une bonne caisse dès le départ, en carrosserie, en intérieur et tout ça, et faites gaffe. Bon, malgré tout, on trouve de la pièce aussi d'occasion, parce qu'il y en a qui sont mis en pièces, donc si vous pouvez aussi, avec deux, quelquefois, vous en achetez deux et vous en faites un qui est très propre. Et après, si vous avez le budget TDV8, si vous n'avez pas peur de foutre les pattes dedans et puis de vous farcir un changement de turbo, enfin deux turbos, à mon avis, là, il y en a, ça doit être un billet, rien qu'en pièces, on doit approcher entre 1500 et 2000 euros, peut-être, à mon avis, rien que de fourniture de pièces, plus, à mon avis, des goujons d'échappement, des machins. Bon, on va vous farcir une révision ou, à mon avis, 3000 euros, on les passe assez facilement. J'ai vu passer des véhicules qui avaient été réparés et tout ça, où les gars avaient des factures à 10, 11 000 euros de remise en état moteur. Bon, en se débrouillant soi-même, on peut réussir à minimiser, sachant que la conso, elle sera quand même à la hausse. Un TDV8, en règle générale, on est plutôt dans les 10 litres, 10 litres et demi, voire un petit peu plus. Peut-être qu'avec une reprog et puis la bonne conduite et puis le véhicule en bon état tout partout, ça peut être rentable. Et vous avez également le 4 litres 2 Supercharge. Alors moi, j'avais eu l'occasion d'en rouler à la sortie. Quand j'avais été invité chez Land Rover en concession, j'avais essayé les modèles de pré-série. Donc des véhicules qui avaient été désassemblés par la suite, repris par le constructeur et redémontés. Et donc le premier qu'on avait essayé, il était noir comme ça. Il était noir, à l'intérieur cuir noir comme ça. Il y avait des problèmes de finition sur les pré-séries. Ils n'étaient pas aussi bien montés que ceux qui ont été livrés aux clients par la suite. Par contre, ça a été une révélation incroyable parce qu'en fait, on montait là-dedans, on avait une sportive. C'était dans les années 2000, les premiers sports, c'était 2004-2005, un truc comme ça, je crois. Et je me souviens qu'on avait essayé ça, donc alors à l'époque, il y avait un circuit qui avait été fait et on avait pris, je crois, 220, mais vraiment comme à rien, quoi. Ça, on était monté c'était des pilotes spécialisés, essayeurs de chez Land Rover. Moi, j'étais à l'arrière, beaucoup plus jeune et tout ça. Bah, c'est des vitesses. J'étais jamais allé aussi vite dans un 4x4 à l'époque, quoi. Et j'avais trouvé que c'était une voiture fabuleuse. Elle était, voilà, je me suis dit, un jour, peut-être, j'en aurai une. Alors, le 4 litres 2, c'est un super choix. Par contre, il faut le nourrir au niveau de la conso. C'est du 18 litres. Vous tournerez à 18 litres. C'est une bonne moyenne, à mon avis. Ça va être difficile, à mon avis, de descendre moins. Et puis c'est une caisse de débile en fait, parce que tu te retrouves avec un truc, déjà tu vas risquer ton permis tout le temps, tu vas rouler vraiment comme un frappé avec ça, c'est obligatoire. Enfin, si t'es comme moi, que tu sais pas te limiter, tu vas rouler avec les capacités de la voiture et puis bah tu vas te faire choper tout de suite. Il faut le nourrir, donc il faut l'assurer. Et après, le problème étant de se procurer également au niveau des pièces. Si tu as, on va dire, une casse un jour au niveau moteur par exemple, va trouver un bloc moteur 4 litres 2 disponible avec quelque chose d'exploitable qui soit pas non plus hors de prix. Euh, voilà, s'il y a une casse à ce niveau-là, parce que ça peut arriver, j'en ai vu passer quand même. C'est des moteurs qui sont hyper sollicités, donc ils ont des très gros rendements. On est à 400 chevaux, un truc comme ça. Bon, ça a un son d'enfer, hein. Ça fait un peu comme les Dodge, les Challenger et tout ça, les Demon et tout ça, que tu as vraiment le superchargeur là qui pousse et tout ça, qui se met. Voilà, mais sur une caisse qui est aussi lourde, en fait, c'est quasiment inexploitable en roulage au quotidien. Oui, si tu vas avoir des accélérations, tu es collé au siège et tout ça, et en réalité, à très haute vitesse, bah, il y en a toujours sous le pied parce que tu vas prendre des tours, des tours et des tours. Tu vas être à 200 et tu peux encore y aller, quoi. En étant toujours impressionné par le rendement. Mais est-ce que c'est vraiment utile dans un truc aussi lourd, aussi gros, quoi? Euh, je dis pas, peut-être dans une Jaguar un peu coupé sportif et tout ça, pourquoi pas? Ça doit être génial.
Donc à choisir, je partirais plutôt sur le TDV8, qui à mon avis en plus, avec une bonne reprog bien optimisée et tout ça comme il faut, il a un couple vraiment d'enfer à bas régime, et c'est ce qui est important pour nous en utilisateur, si on souhaite emmener de la charge, si on souhaite travailler avec. Et en réalité, c'est vraiment plaisant. Et tu as une conso, tu as un coût de revient qui est, à mon avis, un peu moindre si tu fais un bon suivi. Et le moteur, on en voit régulièrement passer avec des gros kilométrages. Et des personnes qui suivent ces voitures-là au quotidien et qui sont propriétaires et qui y font attention, arrivent à des kilométrages qui sont vraiment assez conséquents. Des 400 000, tout ça, j'en ai vu à des 400 000. Donc, et pas qu'un seul. Donc tu vois, c'est pas un cas isolé. Et après, le TDV6, bah, honnêtement, c'est très bien aussi, si tu es prêt à prendre le risque au niveau du vilebrequin. Celui-ci, il avait quand même fait ses 300 000 km avant de casser la première fois. Bon, j'ai croisé les doigts, et le postulat, ça a été de se dire, bah, de toute façon, il a cassé une fois, il avait fait 300 000, s'il en refait 200 000 de plus, bah, ça sera déjà pas mal, quoi, parce que après tu auras certainement d'autres problèmes que le moteur. On va plus partir sur des problèmes de train, des problèmes de suspension, ou peut-être des problèmes de transmission au niveau de la boîte de vitesse, transfert, peut-être, je sais pas. Mais bon, malgré tout, ça vieillit relativement bien. Voilà, donc je vous laisse. J'espère que la vidéo vous sera utile. On clôture avec ce véhicule. Je regrette absolument pas la période vécue à son bord. Et puis bah, on va passer sur les autres. Je vous ai dit, hein, la Benz, j'ai toujours les Saab, j'ai toujours la 404, hein, au pire, je peux toujours rouler la 404 de 1960 ED. Ça roule très bien au quotidien, c'est utilisable. Bon, t'es pas autant en sécurité, ça marche pas aussi fort que ça freine pas, mais ça fait le boulot, tu peux aller faire les courses avec. C'est une voiture au quotidien qui pose jamais de problème, tu démarres, tu montes dedans, ça démarre tout le temps. Il n'y a rien, mécaniquement, ça n'exige quasiment rien, tu lui mets juste de l'essence et tu fais les vidanges, et puis c'est tout en fait. Donc c'est très bien. Et puis bah, repartir sur les classiques et tout ça aussi, V8, parce que bah, j'avais bon dès le départ, j'ai toujours aimé cette voiture, je reste avec ça. Un petit range TD V8 dans les mois ou années à venir, pourquoi pas, pour dire de venir aider et d'avoir un véhicule avec un certain type d'usage dans la flotte. Ça sera très bien. Allez, ciao les graisseux. Merci pour votre écoute. Merci pour, j'en profite, tous ceux qui m'ont fait confiance aussi au lancement de Mecha Connect. Vraiment, merci. Je vous remercie vraiment, parce que j'ai eu le retour avec les pros. Donc moi aujourd'hui, c'est les pros qui me font vivre au niveau de l'entreprise. Et puis j'ai d'autres débouchés en réalité dans le suivi et on va dire le codage et l'implémentation de ce qu'on utilise au quotidien en fait dans l'informatique. J'ai su décliner dans d'autres univers où justement la traçabilité est nécessaire, autre que les voitures. Donc aujourd'hui, c'est ça qui permet que la société et tout ça a de l'avenir et fonctionne. Mais je vous remercie vraiment à tous ceux qui ont fait confiance dès le début pour le suivi de leur voiture. C'est pas la partie la plus importante pour moi, c'est pas ça qui permet de faire vivre et de maintenir, admettons, cette société et tout ça à flot. Sauf si demain tout le monde souscrit et puis que ça devient le truc numéro 1 hyper connu qui remplace des cars verticales ou des trucs comme ça. Chose que j'ai faite par exemple, hein, j'ai pris des cars verticales là, quand j'ai acheté la dernière bagnole. Quand j'ai vu le compte rendu, honnêtement, ça n'a pas été transcendant, hein, donc bon, plus cher que moi et moins bon en fait. Donc soit. Mais merci pour ça. Et voilà, donc ça reste disponible pour tous ceux qui veulent regarder, qui veulent souscrire à ça, il n'y a pas de problème. Je tiens à le laisser disponible pour les particuliers et puis pour les auditeurs et les followers de la chaîne, parce que c'est important pour moi. Même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable pour moi, mais je le fais parce que les premiers souscripteurs et tout ça, bah, ça a été les premiers followers, donc c'est nécessaire de conserver ça disponible aujourd'hui, et encore merci à vous. Voilà, donc je vous libère, et puis bah, on se retrouve bientôt à l'atelier, on remet les mains et les pattes dans la graisse, et puis on diagnostique, on répare, on entretient, on roule, on vit la bagnole. Allez, ciao, à plus les graisseux. Ciao, merci.